Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Mais tout d'abord, les titres. Moscou apportera son aide aux pays du Sahel et du Golfe de Guinée dans la lutte contre le terrorisme. C'est l'une des annonces faites ce mardi par Sergueï Lavrov à Bamako au Mali, où le chef de la diplomatie russe est en visite. Joe Biden face au Congrès, le président américain doit prononcer ce soir son discours sur l'état de l'Union. Outre l'économie et la géopolitique, l'actuel locataire de la Maison-Blanche, potentiel candidat à sa propre succession, devrait aussi évoquer plusieurs sujets importants pour ses concitoyens. Le bilan du puissant séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie ne cesse de s'alourdir. L'on dénombre désormais plus de 5000 morts dans les deux pays. Les secouristes recherchaient toujours des rescapés ce mardi et pas moins de 23 millions de personnes sont potentiellement exposées au froid glacial. C'est une allocution très attendue que doit prononcer ce soir le président Joe Biden devant le Congrès. Le discours sur l'état de l'Union est un discours annuel par lequel, depuis des décennies, chaque président américain décrit son bilan et expose ses projets face au Congrès. À 80 ans, Joe Biden tentera de convaincre ses compatriotes qu'il est leur meilleure option, même s'il n'a pas encore officialisé sa candidature à la présidentielle de 2024. Devant un Congrès dont l'une des chambres, celle des représentants, est désormais aux mains de l'opposition républicaine, Joe Biden livrera un message d'optimisme, même s'il y a encore des progrès à faire. Et pour en savoir davantage, retrouvons tout de suite Dili Diko qui se trouve au Congrès. Dili Diko, bonsoir. Bonsoir John. Alors, déjà, Dili, que peut-on dire sur ces discours sur l'état de l'Union que Joe Biden va prononcer dans quelques heures ? Alors ce mardi soir, Joe Biden va prononcer son deuxième discours sur l'état de l'Union au Congrès. C'est un discours très important pour lui parce qu'il s'agit là de la plus grande audience annuelle pour le président des États-Unis. Il pourra faire le point sur ses acquis et également annoncer la couleur pour les années à venir, en particulier les 2 années de mandat qui lui restent et cette année-là. Les enjeux sont grands pour Biden qui s'exprime pour la première fois devant un Congrès depuis que les républicains ont remporté le contrôle de la Chambre des représentants. Et pour Joe Biden, cette allocution sera aussi l'opportunité de tester son message aux Américains en vue de sa très probable candidature à la présidentielle de 2024. Le président sait qu'il va devoir convaincre les Américains car les sondages ne lui sont pas favorables. La cote de popularité du président est en baisse et les derniers chiffres de l'enquête faite par le Washington Post et ABC montrent qu'une majorité d'Américains jugent négatif son bilan à la tête des États-Unis et pour être plus précis, 62% de ses compatriotes estiment qu'il n'a pas fait grand-chose, voire rien fait ou presque depuis janvier 2021, soit une année, John. Alors, allocution très attendue. Donc, est-ce qu'on sait de quoi le président va parler ce soir, Dili ? Alors, John, en général, on ne connaît jamais à l'avance les points exacts abordés par le président. Il faut savoir que le discours peut changer jusqu'à la dernière minute, car le discours est censé refléter ce qui se passe dans le pays. Mais on s'attend à ce que le président mette en avant l'économie, qu'il mette un accent particulier là-dessus et qu'il vante les réformes qu'il a initiées. Et actuellement, les indicateurs économiques sont favorables au président. Donc, la croissance est robuste, le chômage est faible et l'inflation se calme après avoir mis à mal les ménages américains pendant des mois. Cette année, on s'attend également à ce qu'une place importante soit donnée aux dossiers internationaux, en particulier les tensions avec la Chine et aussi le conflit en Ukraine. Il est très probable que le président Biden évoque la défense de l'Ukraine à un moment où justement les républicains se montrent un certain malaise par rapport à les montants qui sont alloués à Kiev.
Voilà, Dili Diko, je vous remercie. Et pour parler donc de cette actualité, retrouvons tout de suite via Skype de Rabat, Calvin Dark, analyste politique et cofondateur de RC Communication. Calvin Dark, bonsoir. Bonsoir. Un discours sur l'état de l'Union, c'est toujours, on l'a dit, un moment très attendu. Quelle est la particularité de celui que Joe Biden va prononcer ce soir, à votre avis? Moi, je crois que le défi majeur pour Biden, c'est de comment vanter de ses réussites législatives, les progrès économiques, sans être ou paraître déconnecté des Américains qui ne ressentent pas vraiment ces progrès. Je crois qu'il va essayer de décrire ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire pour jusqu'à 2024, mais il le faut faire dans une façon qui contredit ce que le portefeuille de la majorité des Américains disent. Alors, les démocrates ont perdu le contrôle de la Chambre lors des dernières élections de mi-mandat, au profit bien sûr des républicains. Mais pour mener à bien l'ensemble de ces projets, Biden devra composer avec l'opposition. Comment envisagez-vous la collaboration avec la nouvelle Chambre? Ça va être vraiment un défi. Et pour Biden, ce qu'il doit faire ce soir pendant le discours, c'est de choisir au moins un domaine, un projet de loi où il peut travailler de manière réaliste avec les républicains dans la Chambre. Ça va être difficile parce que si son discours se concentre juste sur les choses qu'il voulait faire, mais il ne pouvait pas faire à cause de l'obstruction républicaine, ça va être un discours pour 2024. Et il y a beaucoup d'Américains qui veulent savoir qu'est-ce qu'il va faire pour les 2 années qui viennent de son mandat, le premier mandat de Biden. Alors, vous parlez d'Américains, s'agissant du quotidien, de leur quotidien. On parle d'une amélioration de l'économie américaine, mais dans le même temps, les populations sont pour la plupart frappées par l'inflation, entre autres difficultés. La présidentielle, c'est l'année prochaine. Biden va-t-il pouvoir convaincre les Américains qu'ils méritent toujours leur confiance? Ça va être difficile, mais la chose, c'est que tous les chiffres, tous les statistiques, tous les faits économiques sont de côté de M. Biden. Mais le défi, c'est de comment communiquer le message que même si les Américains ne ressentent pas ces progrès, que ça vient et qu'il y a beaucoup de choses à faire en plus, mais il faut avoir la coopération avec les républicains et je crois que selon Biden, un autre mandat pour finir son agenda politique, économique, mais aussi des autres questions comme armes à feu et la violence des policiers contre les Afro-Américains. Tout à fait. Calvin Dark, analyste politique et cofondateur de RC Communication. Vous étiez en direct de Rabat au Maroc. Je vous remercie. Et nos auditeurs, vous pourrez regarder ces discours sur notre page Facebook ce soir. L'armée iranienne a dévoilé ce mardi sa première base souterraine accueillant des avions de chasse, une base présentée comme étant capable de résister à d'éventuels bombardements américains. Selon des médias officiels, la base Aigle 44 de l'armée de l'air donc a la capacité de recevoir tous les types d'avions de chasse et de bombardiers ainsi que des drones, affirme l'agence officielle IRNA, qui, comme d'autres médias, en a diffusé des photos et des images vidéo. Aucune indication n'a été donnée sur la localisation de la nouvelle installation située à plusieurs centaines de mètres de profondeur au cœur même des montagnes afin de pouvoir résister aux bombes des bombardiers stratégiques des États-Unis, a précisé donc la télévision d'État. En mai 2022, l'Iran avait déjà montré pour la première fois les images d'une base de drones située dans les montagnes de Zadros, dans l'ouest du pays. La communauté internationale se mobilise pour aider la Turquie et la Syrie frappées hier lundi par un tremblement de terre. Des pays comme la France et l'Algérie ont envoyé des secouristes sur place. D'autres, comme l'Allemagne ou les États-Unis, ont promis de secourir les victimes syriennes.
Le bilan, en constante aggravation, dépasse désormais les 5000 morts. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré l'état d'urgence dans certaines régions. On fait le point de tout cela avec Yacouba Ouedraogo. Sur le tarmac de l'aéroport de la base militaire d'Incirlik, dans le sud de la Turquie, 7 avions cargo français débarquent aide et secouristes. Ils sont venus soutenir les autorités turques dans les recherches de survivants après les séismes meurtriers. J'attends donc de vous, en permanence, de faire preuve de dignité, de rigueur et de professionnalisme. Dignité, rigueur, professionnalisme. Une attitude nécessaire pour venir au secours de ceux qui sont encore coincés sous les gravats, morts ou vivants, comme cette petite fille sauvée de justesse. Beaucoup n'ont pas eu cette chance et le bilan des victimes ne cesse de monter. Actuellement, nous avons 3549 victimes et 22 168 blessés. Notre plus grand réconfort est que plus de 8000 de nos citoyens ont été rescapés vivants de sous les décombres pour le moment. Parmi les survivants, le footballeur ghanéen Christian Atsu du club Dataï Sport, retrouvé dans les décombres dans le sud. Le mauvais temps complique la tâche des secours et rend le sort des rescapés plus amer, grelottant sous la neige dans des tentes improvisées, comme ici à Malatya, dans le sud-est turc. En Syrie voisine, même constat catastrophique après le séisme. À Genderi, sous les décombres, ce jeune garçon est encore vivant. La grosse interrogation, c'est l'accès aux zones de guerre sous blocus des rebelles. Cet avion transportant des secouristes algériens atterrit à l'aéroport d'Alep pour aider à retrouver des survivants. 1600 personnes sont mortes selon les autorités. Les ONG et les autres pays se mobilisent pour aider. Nous nous sommes engagés à faire ce que nous pouvons des deux côtés de la frontière pour aider nos alliés turcs à répondre dans un premier temps aux efforts de sauvetage. C'est également valable de l'autre côté de la frontière, Saïd. Nous sommes déterminés à faire ce que nous pouvons pour répondre aux besoins humanitaires du peuple syrien. Selon le président turc qui a déclaré l'état d'urgence pour 3 mois dans les 10 provinces touchées, 45 pays ont proposé leur aide. L'Union européenne a mobilisé pour la Turquie 1185 secouristes et 79 chiens de recherche. Pour la Syrie, elle dit être en contact avec ses partenaires humanitaires sur place et finance des opérations d'aide. Également dans l'actualité et en réponse à la guerre de la Russie en Ukraine, les États-Unis et l'OTAN ont considérablement renforcé leur défense en Europe de l'Est. En Roumanie, par exemple, les effectifs américains ont triplé, passant d'environ 1000 soldats en janvier de l'année dernière à quelques 3000 aujourd'hui. La correspondante de la VOA au Pentagone, Carla Babb, a rencontré certains de ces soldats pour un aperçu sur la façon dont les troupes américaines, les plus proches de la guerre en Ukraine, tiennent la ligne avec les alliés de l'OTAN. Embarquement pour un vol avec les Screaming Eagles de la 101e division aéroportée. Des soldats qui prennent d'extrêmes risques en effectuant des exercices d'assaut aérien à partir d'hélicoptères Black Hawk à la limite du territoire de l'OTAN. Nous sommes la formation de l'air américaine la plus proche du combat en Ukraine en ce moment. Nous nous rapprochons le plus possible du combat. Nous nous préparons donc à des opérations de combat à grande échelle. Nous nous exerçons sur le terrain sur lequel nous pourrions nous battre si nous devons défendre l'OTAN. La VOA s'est joint au colonel Edma Taides, le commandant de la 2e brigade de combat de la 101e division, lors d'un vol en Black Hawk le long de la côte roumaine de la mer Noire. Combien de temps mettrait une fusée russe de Crimée pour arriver ici? S'ils devaient partir de Crimée en utilisant un de leurs missiles haut de gamme, le temps de vol serait d'environ 7 minutes. Pas beaucoup de temps pour se préparer. Non, nous avons donc renforcé la protection à l'intérieur et autour de la base aérienne Mihail Kogalniceanu. Nous avons dispersé nos forces pour ne pas être une cible unique. Nous sommes maintenant juste à la frontière ukrainienne. En fait, juste de l'autre côté de cette rivière, c'est l'Ukraine. Les forces américaines s'exercent juste au sud d'ici, dans un poste d'opération avancé. Voici donc l'une de mes compagnies d'armes lourdes. C'est une combinaison de camions Humvee qui transportent soit les missiles guidés anti-chars lancés par Tau, soit une mitrailleuse lourde, soit un lance-grenade lourd. Et ils font des répétitions tout le temps? Oui, ils le font.
Donc ils sont prêts. Très bien. Nous prenons de la vitesse et volons vers le sud sous le radar, dans un poste d'entraînement. Les forces américaines et roumaines se déplacent dans les villes, faisant du porte-à-porte et nettoyant les bâtiments. C'est la première fois que la 101e division aéroportée est déployée en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et le colonel Mataïdes dit qu'il observe les tactiques russes en Ukraine voisine et adapte leur entraînement avec leurs partenaires à ce qu'ils voient sur le champ de bataille. Nous venons de terminer une grande série de tirs réels où nous avons attaqué des lignes de tranchées qui ressemblent beaucoup à ce que vous pourriez voir de l'autre côté de la frontière. Nous avons dû abattre de petits systèmes aériens sans pilote très similaires à ce qui inonde le champ de bataille en ce moment de l'autre côté de la frontière. Cette semaine, les soldats ont offert pour la première fois à leurs partenaires sur le sol européen des cours d'assaut aérien que certains soldats ont qualifiés de 10 jours les plus difficiles de l'armée. Le cours était quelque chose de nouveau pour moi, pour nous, pour tous les Roumains. Nous n'avons pas un tel cours en Roumanie parce que nous n'avons pas les mêmes capacités. C'est une excellente occasion de s'entraîner ensemble, de s'améliorer. Avec la guerre, c'est une question de vie ou de mort. Et c'est ce qui fait la différence entre l'échec et le succès. Donc si vous voulez réussir, nous devons être ensemble et construire cette interopérabilité. Cette augmentation du nombre de soldats américains en Roumanie est la nouvelle normalité, du moins pour l'année à venir. Le Pentagone a récemment confirmé qu'une fois cette brigade partie, une autre brigade de la 101e est prête à la remplacer. Un récit de Ginny Niwa. Autre actualité au Mali, le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé tôt ce matin dans le pays. Sa visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la République du Mali et la Fédération de Russie. Le point avec notre correspondante à Bamako, Mariam Kouyaté. Diplomate russe à la tête d'une forte délégation a été accueilli tôt ce matin à son arrivée à l'aéroport Modibo Keïta par son homologue Abdoulaye Diop. Les deux hommes ont eu un tête-à-tête suivi d'une séance de travail. Sur les intentions avec le Mali, Sergueï Lavrov et son homologue Abdoulaye Diop ont donc rencontré la presse pendant 40 minutes. Selon le ministre Lavrov, la Russie compte apporter dans un bref délai son soutien dans le domaine économique, commercial, humanitaire et surtout sécuritaire. Il a également promis l'apport de Moscou à la lutte contre le terrorisme dans les régions du Sahel. La lutte contre le terrorisme est bien sûr d'actualité pour les autres pays de la région. Nous allons leur apporter notre assistance pour surmonter ces difficultés. Cela concerne la Guinée, le Burkina Faso et le Tchad. Et en général la région sahélo-sahélienne et même les pays riverains du golfe de Guinée. Quant au ministre Abdoulaye Diop, il a salué la Russie pour ses soutiens qui ont contribué à garantir l'indépendance du Mali. Pour le chef de la diplomatie malienne, le choix porté sur la Russie pour la coopération n'est pas fortuit car la Russie a respecté les piliers requis par les Maliens. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques, la prise en compte des intérêts des Maliens dans toutes les décisions. C'est la première fois qu'un ministre des Affaires étrangères visite le Mali après plusieurs années de coopération bilatérale. Mariam Kouyaté, Bamako, VOA Afrique. Et on reste dans la région pour parler de ces enquêtes qui ont été ouvertes après la mort présumée des pèlerins nigérians musulmans au Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé lundi la chef de la diplomatie burkinabé dans un communiqué. Lors d'un échange avec l'ambassadrice du Nigeria, Olivia Ruamba, a assuré que des enquêtes sont ouvertes pour élucider cette situation, ajoutant qu'aucune information concrète ni élément ne permet pour l'heure de prouver la véracité des faits. Selon le président nigérien Muhammadu Buhari, les pèlerins, dont le nombre est encore inconnu, auraient été tués lorsque leur bus, qui roulait en direction de Kaolack au Sénégal, a été la cible d'une attaque d'individus armés au Burkina Faso. Des allégations non officielles soupçonnent l'armée burkinabé d'être responsable de l'attaque. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, tout de suite après le journal, d'autres actualités. À tout de suite.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le discours annuel du président américain au Capitole sur l'état de l'Union. Au rendez-vous du chef de l'exécutif très attendu avec les parlementaires dans un congrès divisé. C'est une allocution durant laquelle Joe Biden s'adressera aux Américains sur les grandes questions de l'heure, comme l'inflation, l'immigration, les tensions avec la Chine et la guerre en Ukraine, alors qu'il n'a toujours pas dit s'il va se représenter en 2024 ou pas. Qu'attendre du discours de Joe Biden au Capitole? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Le Zimbabwe tente de moderniser son secteur agricole avec le soutien de son partenaire controversé, la Biélorussie, qui fait l'objet de sanctions pour avoir soutenu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko s'est rendu au Zimbabwe cette semaine lors de son premier voyage en Afrique subsaharienne. C'est un reportage de Columbus Mavunga à Harare, un récit de Dili Diko. Après avoir longtemps laissé les agriculteurs du pays labourer et ensemencer leurs champs à la main, le gouvernement zimbabwéen a commencé à mécaniser à grande échelle son secteur agricole qui souffre d'une faible productivité depuis des années. Les équipements utilisés viennent de la Biélorussie. Mufudzi Madzorera, un agriculteur de 28 ans, a reçu un tracteur et encourage les autres à utiliser eux aussi des machines agricoles. J'ai réussi à labourer plus de 100 hectares de terre. J'ai fauché, j'ai labouré à mon rythme, en gérant mon temps. C'est bien mieux que d'embaucher de la main-d'œuvre. Ces embauches prennent plus de temps et honnêtement, elles finissent par coûter plus cher. Posséder son propre tracteur est moins cher. Le gouvernement du Zimbabwe offre une option qui permet de payer sur une période de 5 ans. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko s'est rendu au Zimbabwe le 30 janvier, emmenant avec lui 1000 tracteurs et autres équipements agricoles. Nous sommes prêts à coopérer avec vous, malgré la distance qui nous sépare, pour obtenir tout ce dont vous avez besoin, pour vous donner un coup de main, n'importe où, n'importe quand, pour vous aider à résoudre toutes les questions et tous les problèmes que vous avez. La Biélorussie fait l'objet de sanctions américaines et européennes pour avoir soutenu la guerre de la Russie en Ukraine, un sujet que le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a abordé. La Biélorussie et le Zimbabwe font tous deux face aux sanctions. Il n'est donc pas surprenant de voir des victimes de sanctions coopérer. Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays occidentaux ont imposé des sanctions aux dirigeants zimbabwéens au début des années 2000 à la suite d'informations faisant état de fraude électorale et de violation des droits de l'homme. Selon les analystes, le Zimbabwe se tourne vers la Biélorussie parce que les accords de coopération ne sont pas assortis de conditionnalités telles que la démocratie, les droits de l'homme, sur lesquels l'Occident insiste habituellement. L'agriculture était autrefois l'épine dorsale de l'économie zimbabwéenne, jusqu'à ce que le programme de réforme agraire du défunt président Robert Mugabe expulse les agriculteurs expérimentés de leurs terres au début des années 2000 et entraîne le secteur agricole dans une spirale descendante. Avec l'aide de la Biélorussie, le gouvernement du Zimbabwe espère pouvoir relancer le secteur et raviver l'économie en difficulté depuis très longtemps. De l'agriculture au Zimbabwe, passons aux éleveurs nomades de la Corne de l'Afrique qui attendent depuis plus de 2 ans des précipitations qui ne viennent pas. Les pâturages sont devenus poussière, les puits se sont taris et un nombre croissant de nomades doivent abandonner leur vie itinérante et autosuffisante pour une existence sédentaire reposant sur l'aide humanitaire dans les villes ou dans les camps de déplacés. C'est un récit de Nani Talani. Mohamed Hassan Gouré, éleveur nomade, a patienté, prié, mais il a dû se rendre à l'évidence. Il n'y a aucun signe d'amélioration. La sécheresse va continuer et s'aggraver.
Il a alors pris sa décision, il va vendre ses dernières chèvres avant qu'il ne soit trop tard et quitter son village. Comme beaucoup de bergers de l'Est de l'Éthiopie, il doit renoncer à la vie de nomade après avoir vu son troupeau décimé par la sécheresse. Ce berger de 32 ans ne supporte plus de voir ses bêtes mourir. Des 250 chèvres qu'il possédait, il n'en reste que 35. Dans son village d'El Djel, aux confins de l'Éthiopie et de la Somalie, les 2/3 du bétail sont morts, soupire-t-il, le regard vide. Avec ce petit pécule, il quittera dans les prochaines semaines El Djel pour la ville voisine de Kelafo, en espérant pouvoir enfin subvenir aux besoins de sa femme, ses 4 enfants, son père aveugle et sa mère amputée d'une jambe. J'ai décidé de passer d'une vie de berger à un nouveau mode de vie. Je veux créer une entreprise, même si c'est une petite entreprise, juste pour prendre soin de ma famille. Alasso Abdi, mère de famille, a dû aussi se déplacer pour tenter d'échapper aux effets néfastes de la sécheresse. Nostalgique, elle confie. Avant, j'étais très heureuse, j'avais mes enfants, des animaux qui donnaient du lait et de la viande. Nous nous déplacions librement d'un endroit à l'autre. Et maintenant que toutes nos richesses ont disparu, nous sommes ici avec mes enfants. Les précipitations continuent de se faire très rares dans la corne de l'Afrique. Les 5 dernières saisons des pluies depuis fin 2020 ont été inférieures à la normale, du jamais vu depuis au moins 40 ans. Et la prochaine, de mars à mai, s'annonce également insuffisante, laissant des milliers de personnes dans le désarroi. Maintenant, la vie des gens est en danger. La majorité des gens ont quitté le village à cause de la famine et ceux qui restent ici n'ont rien. Je ne sais faire autre chose que d'être un berger nomade. Je ne suis pas instruit et je ne sais pas comment cultiver. C'est le seul moyen que je connaisse pour survivre. Cette sécheresse historique a plongé, selon l'ONU, 12 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë en Éthiopie, où un conflit meurtrier a par ailleurs ravagé le nord du pays. Plus de 4 millions de têtes de bétail sont mortes depuis fin 2021 et 30 millions d'autres, affaiblis et émaciés, sont menacés. Et pourtant, de l'eau, il y en a en abondance. On va parler de sport et précisément de surf. Avant de clore ce journal, les 4 demi-finalistes féminines de la Ligue mondiale de surf Billabong Pro Pipeline à Hawaï ont été choisies lundi dans des conditions difficiles. L'Américaine Leke Peterson, vétérante du circuit, a battu la Costa-Ricaine Brisa Nc. Peterson se qualifie pour affronter l'Australien Tyler Wright, qui a obtenu une victoire confortable sur la Brésilienne Tatiana Weston Webb. Dans l'autre demi-finale américaine, Carissa Moore, 5 fois championne du monde, affronte sa compatriote hawaïenne Betty Lou Sakura Johnson. Moore a battu l'Australienne Molly Picklum, tandis que Sakura Johnson a battu une autre hawaïenne, Gabriela Bryan. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée.